L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie d'accueillir Christine Bonnemain dans ce nouvel épisode L'âme nomade. Alors, qui est Christine ? Comme tous mes invités, elle a un parcours atypique. Kinésiologue, praticienne et formatrice en constellation systémique, initiée au chamanisme, elle est engagée sur le chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Dans sa pratique, auprès des humains comme des animaux, elle s'appuie sur ses talents de médium et de guérisseuse. Voyage autrement, voyage en conscience, elle initie des rencontres avec les éléphants en Thaïlande, un point commun, mais pas le seul. Elle a à cœur, elle aussi, de co-créer un monde de paix et d'harmonie, l'installer d'abord en soi pour le diffuser ensuite au plus grand nombre. Vous pouvez mieux la rencontrer sur son site www.christinebonnemain.fr et www.acœurdêtre.fr. Bonjour Christine, comment vas-tu ? Bonjour Carole, je vais très bien, merci beaucoup. Je suis vraiment touchée, honorée de ton invitation à participer au podcast. Merci, vraiment. Je suis ravie, tu as vraiment avancé sur ce chemin de conscience depuis, je crois, une vingtaine d'années. Tu peux nous en dire plus ? Oui. Quel est ton chemin ? Merci, oui, tout à fait. En fait, ce chemin, je pense qu'on l'engage depuis notre arrivée au monde. Et plus précisément, je crois que ça a vraiment démarré quand j'étais infirmière. Donc j'ai exercé mon activité d'infirmière à l'hôpital, au CHU de Caen. Très vite, je me suis dit je resterai pas là. et puis très vite, je me suis intéressée au pouvoir du mental et des émotions dans la guérison ou dans la non-guérison aussi. J'ai travaillé en hématologie, notamment en gastro-entérologie. Et donc, dans ce service qui a été le dernier service que j'ai occupé, on traitait beaucoup les cancers digestifs, donc avec tout ce que ça comporte. Et j'ai eu, je dirais, la chance de rencontrer des gens extraordinaires dans ce parcours. Notamment, je pense à une femme qui... elle avait un cancer du péritoine. Alors, le péritoine, c'est l'enveloppe des organes. Et lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, j'ai entendu les médecins dire « elle ne passera pas le week-end ». Et 10 ans après, elle était encore là. Et elle m'accompagne toujours, cette femme. Je ne sais pas malheureusement ce qu'elle est devenue, puisque moi, j'ai suivi un autre parcours après. Mais elle m'a touchée profondément avec la joie qui l'habitait. Et alors, quand elle venait faire ses cures de chimiothérapie, elle commençait par prendre des nouvelles de tout le monde, donc du personnel, puis des gens qui étaient dans les chambres, et elle les stimulait. On disait « allez, ça va aller, il faut y croire », etc. Et elle y croyait tellement que 10 ans plus tard, elle était là, quoi. Et puis, à l'inverse, j'ai rencontré d'autres personnes, et notamment aussi un monsieur qui a marqué aussi ce parcours, qui lui avait un objectif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois on soutient les gens, mais il n'y a plus d'espoir de traitement. Et donc, le soutien est plus un accompagnement un peu psychologique, mais où on va poser quand même une perfusion d'hydratation ou des choses comme ça. Et cet homme venait tous les mois donc faire sa cure qui n'en était plus une. Et lui, il avait un objectif, c'était de connaître son premier petit enfant. Sa fille était enceinte et il voulait assister au baptême de son premier petit enfant. Et quand cet enfant est né, 8 jours après le baptême, il est décédé. Pas l'enfant, le monsieur. Et c'est pareil, ça m'a beaucoup interpellée parce qu'il avait fixé
une intention et un objectif, presque un objectif final. Hein. Et à ce moment-là, enfin, il a tenu jusqu'à ce moment-là. Et puis à un moment, voilà, il a lâché parce que pour lui, il avait atteint l'objectif qui s'était fixé. Alors, tous ces gens m'ont accompagné, je dirais en tout cas interpellé, à me dire il y a autre chose que le soin médical. Et cette autre chose, eh bien, j'ai envie de le découvrir et j'ai envie d'accompagner les gens avant qu'ils tombent malades. Voilà, ça a été ma démarche première. C'est là où tout a commencé. Là où tout a commencé, Voilà. c'est des rencontres très, très fortes hein, qui provoquent un déclic. Tu as l'ouverture de conscience qui te pose dans cette lecture des arrière-plans, tu vois. Te dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne suis pas qu'un corps. Oui. Voilà, comment je me relie à mon âme, qui je suis véritablement. Je sens que tu as pu le relier aussi à tous les règnes. Tu vois, tu parles des humains à travers ta première profession, comment tu as cheminé vers d'autres propositions. Mais est-ce que tu as senti à un moment que c'est parce que tu es relié à la nature, à notre mère, la terre, et à tous les éléments, que tu peux nourrir cette rencontre avec les humains? Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, je ne l'aurais pas forcément exprimé comme ça au moment. Aujourd'hui, oui, bien sûr. De toute façon, déjà enfant, alors je voulais être vétérinaire. Déjà, je n'étais pas forcément partie dans la direction des humains. Et les animaux ont toujours, la nature, les animaux ont toujours fait partie de ma vie. Alors, surtout les animaux, parce que enfant, je ramenais des animaux blessés à la maison. Donc, j'avais deux axes. J'avais la guérison, hein, le soin, et puis la nature, oui, les animaux, les arbres. Enfin, je pleure si on coupe un arbre devant moi. C'est quelque chose de catastrophique. Et puis, les animaux m'ont toujours accompagnée. Alors, non seulement moi, j'étais intéressée par eux, enfin, j'étais attirée par eux, mais eux aussi venaient vers moi. Et j'ai recueilli dans ma vie nombre d'animaux, soit blessés, soit qui avaient besoin d'un foyer. Donc, jusqu'à ce que je dise à l'univers, stop un petit peu, parce que ça faisait beaucoup, et puis parce qu'ils mouraient aussi. Enfin, voilà, les animaux partent en général un petit peu plus vite que nous, parce qu'ils transforment aussi plus vite que nous. Il y a moins d'ego, hein, où il n'y a pas d'ego. Et donc, la transformation se faisant, une fois qu'ils avaient trouvé cet endroit où se poser, très souvent, ils partaient. Et donc, c'était à chaque fois douloureux, ce qui ne m'a pas empêché de continuer. Et je continue encore. J'ai encore des animaux chez moi. Voilà, bien sûr. Donc, la nature, oui, m'accompagne. Et c'est plus tard que j'ai relié avec notamment la découverte du chamanisme, que j'ai relié vraiment avec les règnes et avec ce qu'on appelle la roue des 4 éléments, et où effectivement l'individu humain s'inscrit dans un ensemble que toi et moi on appelle le vivant. Bien sûr que tout est relié. À ce moment-là, j'en étais vraiment pas dans cette conscience-là. Et ces rencontres et cette décision que j'ai prise d'aller vers un accompagnement, ça a surtout eu pour effet que je commence à m'accompagner moi-même. Donc, que je ne m'attendais pas, en mettant le pied dans cette envie de m'initier à des pratiques. Je n'étais pas non plus très consciente au départ que c'était tout un cheminement pour moi et qui allait justement me ramener à qui je suis en réalité, à mon âme et à sa nature profonde. Cette reconnexion à sa véritable nature, plus près de soi, tu allais l'éprouver aussi dans les voyages, alors un voyage chamanique, et dans cette initiation chamanique, tu as choisi d'aller même le vivre en Amérique du Sud. Oui. Alors j'ai choisi, oui, mon âme avait choisi, je crois, parce que ça a été à chaque fois un appel. Et ça, c'est extraordinaire, c'est dans des synchronicités de vie. Alors là, le commencement, c'est chez les Amérindiens. C'est-à-dire que j'avais participé à une journée, je crois, qui s'appelait Chant intuitif. Alors, il faut savoir que moi, je chante peu en public, ça m'est difficile. Et donc, j'ai eu envie, ce jour-là, de me dépasser et d'aller participer à cette journée de chant, je crois que c'était chant intuitif, le terme, où là, on laissait venir aussi des sons et on tirait un message, et suivant le message ou ce qui était écrit dessus, on devait trouver le son qui nous évoquait ce qui était écrit sur le message. Et là, je me suis retrouvée projetée
en quelques secondes dans un paysage amérindien avec les tipis, enfin voilà, comment on appelle ça, les canoës. Aussi surprise que plus tard, on en parlera sûrement quand les éléphants sont venus à ma rencontre. Et ça a été d'une telle force que, comme je fais souvent, quand il y a cette force de l'appel, je le suis. Je n'y résiste pas. Pourquoi y résister d'ailleurs, hein? Donc, je suis partie. J'ai eu l'opportunité à ce moment-là. Il m'a été proposé de partir en voyage initiatique dans une communauté amérindienne. Ces gens qui sont d'ailleurs devenus des amis aujourd'hui. Et j'ai passé 14 jours chez eux avec sur un îlot où ils ont recréé, c'est à Manawan, au Canada, donc chez les Atikamekw. Ils ont recréé sur un îlot un village authentique amérindien où on vit à la façon des Indiens d'autrefois, on va dire. Mais surtout là encore en communion avec la nature. J'ai découvert le vrai tri, excusez-moi, je cherche le terme quand on fait du tri de nos déchets, vous voyez. Le tri conscient. Voilà. Le vrai tri, c'est celui où on redonne à la nature. Donc, il y avait les ours en face. Alors, quand on mangeait un poisson, par exemple, eh bien, l'ours, lui, c'était le poisson entier. Et puis, pour les aigles, on pouvait donner la tête du poisson simplement. Peut-être j'inverse, je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette communion avec la nature. On allait chercher des baies. Et là, j'ai reconnecté vraiment à quelque chose et au vrai sens de la vie. Donc, j'y suis allée 2 fois. Et entre deux, effectivement, comme j'étais dans les initiations chamaniques avec Laurent Huguelite, j'ai fait tout un parcours avec lui, et notamment le parcours qui se nomme les 8 circuits de conscience. Les 8 circuits de conscience, oui, c'est ça. Et donc, j'ai suivi avec Laurent les stages sur les 8 circuits de conscience. Et à la fin de ces stages, j'avais envie de continuer. J'ai discuté avec Angéline, qui est la compagne de Laurent, en lui disant il était proposé de continuer sur un parcours chamanique, notamment, je crois que c'est en Suisse. Je ne sentais pas vraiment cet appel. Et en discutant avec Angéline, elle me dit ce que je sens pour toi, c'est vraiment d'aller à la rencontre de chamans traditionnels dans leur pratique quotidienne et dans leur vie quotidienne. Ça m'a rappelé qu'à une époque plus jeune, je priais l'univers en disant j'aimerais rencontrer d'authentiques guérisseurs. Donc voilà, ça venait rappeler quelque chose de mon enfance, d'un rêve d'enfant. Et pareillement, la vie m'a proposé à un moment donné de partir au Pérou, donc en pleine forêt amazonienne, à la rencontre des chamans Shipibo, où j'ai également passé 14 jours. Alors, j'ai passé 14 jours où j'ai expérimenté, mais avec un soutien très, très stable, enfin quelque chose de très guidé, avec un monsieur qui s'appelle Yann Rivière, qu'on appelle le chaman blanc, et qui a aujourd'hui un centre en pleine forêt amazonienne, et donc guidé dans ses voyages avec l'ayahuasca et avec une diète pendant ces 14 jours. Donc j'ai découvert des choses de moi-même, de qui j'étais anciennement aussi. Encore une fois, reconnectée dans un environnement où je passais les journées, puisque les soirées avaient lieu la nuit, je passais les journées en contact avec la nature, avec les immenses fougères qui sont dans la forêt amazonienne et qui ont le mouvement au fil du vent. Là, c'est absolument magique aussi. Ces 14 jours, encore une fois, m'ont amené à me reconnecter un peu plus à qui je suis en profondeur et à ce qui m'appelle en profondeur. Donc ça a été extraordinaire. Dans le voyage... Ah, excuse-moi, je t'ai disais coupé. Extraordinaire, mais éprouvant aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment... On était sur la même longueur d'onde, parce que j'allais dire que dans le voyage initiatique, il y a vraiment quelque chose de sortir de sa zone de confort, et ça peut être éprouvant, psychologiquement, physiquement, on est sur d'autres plans en fait, quelque chose qui de l'ordre de l'inconnu, d'aller rencontrer des parts de soi qui ne sont pas accessibles dans notre quotidien. C'est la force du voyage initiatique et du voyage spirituel, d'aller vraiment rencontrer ça. Mais on sort aussi de sa zone de confort, très souvent. Alors on peut voyager en soi et voyager autrement, comme je le dis souvent dans les podcasts, c'est au plus près de soi, et ça bien sûr s'initier dans un état modifié de conscience que l'on peut créer, pratiquant la méditation,
en allant voir un thérapeute. Mais c'est vrai que le fait d'aller au plus loin dans ces zones mystérieuses, ça nous fait descendre dans nos propres zones mystérieuses. Oui, oui, oui. C'est vraiment la force du voyage initiatique ailleurs. Ça a quelque chose de différent. J'entends, puisque je pratique moi-même les voyages chamaniques au son du tambour. J'ai vu des thérapeutes pour mon cheminement personnel, mais il y a quelque chose de l'ordre du dépassement de soi. On quitte son confort pour l'inconnu total, puisqu'au départ, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a à la fois l'excitation de partir à la découverte aussi de culture, de pays, d'autres façons de fonctionner, mais on quitte aussi notre propre habitude de fonctionner. On coupe le téléphone, l'ordinateur, notre petit confort, et puis on s'en va comme ça à l'aventure. Il y a à la fois le plaisir, là, si je me reconnecte à ça, c'est le plaisir et puis une forme d'excitation de ce qu'on va découvrir et rencontrer, et en même temps un certain inconfort, des peurs, notamment quand je suis juste avant de partir. Je tapais sur mon ordinateur la faune et la flore au Pérou, parce que je me disais, il doit y avoir plein d'insectes là-bas, et notamment genre des migales ou des trucs comme ça, quoi. Alors, j'étais pas très confortable dans cette idée-là. Et puis, effectivement, mais j'avais un peu sécurisé avant, en discutant avec un ami qui est coach, qui me disait, mais puisque ça t'inquiète tant que ça de rencontrer des migales, fais en sorte de te sécuriser. Et les araignées n'aiment pas l'odeur de la menthe. Alors, j'avais emmené un petit flacon d'huile essentielle de menthe suite à cette discussion. Et dès en arrivant, j'en avais mis un peu partout autour de ma petite cabane, là, dans la forêt, et aussi un peu sur mon matelas, en me disant, bon, si sur la moustiquaire le matin, il y en a une qui est posée à mon réveil, je ne sais pas comment je ferai pour sortir du lit. Mais en même temps, on le fait, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que aussi on arrive à dépasser ses peurs. Et alors, c'est à la fin de ces séjours de 14 jours que les personnes que j'avais rencontrées là-bas m'ont dit, sans savoir d'ailleurs que j'avais préparé tout ça avant, m'ont dit que quand on allait se baigner dans la rivière, on était au bord d'une grosse rivière, là où il y avait des pavés, des cailloux sur cette rivière. C'était un endroit vraiment magique, pareil, au milieu de la forêt, complètement dans une forme de solitude. Et c'est seulement à la fin du séjour qu'elles m'ont appris qu'il y avait des migales qui se chauffaient au soleil. Et moi, je les avais jamais vues. Voilà. Alors que, franchement, elles devaient quand même être très visibles. Voilà. Donc, est-ce que le fait de m'être sécurisée quelque part avec ma menthe avait eu cet effet que je pouvais un peu oublier, ou dans ce dépassement, tout d'un coup, ça n'avait plus d'importance. Et en tout cas, c'est cette notion de dépassement de soi qui fait qu'on revient avec une joie intérieure qu'on n'avait peut-être pas avant, et où on va effectivement se découvrir des choses en soi. Et c'est pour ça que je disais c'est éprouvant, parce que sur des périodes comme ça, il y a besoin d'un temps d'intégration après. Hein, les chamans qui étaient là-bas au Pérou disaient que ça pouvait aller jusqu'à 4 ans d'intégration et encore 4 ans, c'est pas fixe, hein, ça peut être avant, après. Mais ce qui a été découvert là-bas, c'est là. Et comme un travail personnel qu'on va pouvoir faire au quotidien, ça a besoin d'un temps de digestion, d'intégration. J'aime bien le terme infuser, moi, descendre en soi et venir agir sur toutes nos mémoires ou les parcelles de nous qu'on cache un petit peu pour les révéler. Et ça met vraiment en joie. J'accompagne des gens au quotidien, et je m'accompagne aussi au quotidien dès que j'ai besoin d'un partage ou d'un échange pour moi-même. Mais ces voyages initiatiques ont quelque chose de magique dans cette notion de découverte, à la fois de quelque chose de plus grand et en même temps de découverte de soi intérieurement, et de se relier à ce quelque chose de plus grand. Je rejoins complètement. Je pensais, quand tu parlais des araignées, je pensais, alors je ne suis pas fan non plus. Et pour autant, en Thaïlande, effectivement, je suis tellement dans une autre dimension. Et là, je pense qu'il y a des ressources qui se révèlent à moi aussi, d'autres ressources. Et les araignées de Thaïlande, qui sont plutôt massives, ne m'impressionnent pas. Alors que les araignées de mon chez-moi dans l'Ain m'impressionnent
beaucoup. Donc je pense qu'on est vraiment dans cet état modifié de conscience. À la fois on est dans le concret, vraiment le réel, parce que voilà, il y a ce quotidien, on est entouré d'autres gens, on est dans un groupe, et en même temps on part dans ces profondeurs, ce que j'appelle la voie de la profondeur, où on va toucher d'autres ressources, et au plus près de soi, dans cette véritable nature, il y a, j'irais peut-être cet enfant sauvage, alors pas du tout péjoratif, mais au contraire, au plus près de cette nature, on peut être en communion avec cette nature et observer ce qui nous fait peur avec un autre regard. Et en parlant de regard, on peut parler du regard de l'éléphant, parce que j'en profite pour faire le lien. C'est-à-dire que là, toi, à un moment donné, tu as quelque chose de l'ordre de l'appel. Je sais, je le vibre tellement, donc je ressens bien ce que tu as pu ressentir. Comment ça s'est passé, cet appel ? Extraordinaire. J'écoutais justement les personnes que j'ai pu rencontrer ou celles que tu as interviewées déjà sur ton podcast. Je crois qu'on a tous eu un appel fort. Cet appel, j'entendais que toi, par exemple, tu disais que, ou Isabelle, c'était depuis petite. Moi, j'avais cet appel des animaux. J'ai pas recueilli d'éléphants chez moi. C'était des chats ou des chiens ou des oiseaux, mais j'avais cette connexion aux animaux. Mais je peux pas dire qu'au moment, les éléphants avaient une place prépondérante. Voilà, c'était le règne animal en général. Et puis, il y a eu cet appel. Mais alors là, pareil, je m'y attendais pas du tout. Je me suis mise à voir des éléphants tout le temps, pendant une période, en fait, jusqu'à ce que je me renseigne sur ce qui m'arrivait. Parce que là, on peut se croire un peu fou, un peu folle. Donc, dans mes soins, quand je fais un soin, en général, il y a un temps d'échange avec la personne, puis il y a un temps où elle s'allonge sur la table de massage et où je pose mes mains. Et mon cabinet, les murs sont blancs, parce que sur le blanc, on peut voir toutes les couleurs, et que donc c'est plus facile, une forme de lecture. On parlait un peu de médiumnité tout à l'heure, donc dans les ressentis, c'est plus facile sur du blanc. Et alors sur le blanc, pendant que je posais mes mains à faire le soin à la personne ou aux personnes, eh bien, je voyais des têtes d'éléphants s'afficher sur le mur. Voilà, donc ça a commencé un peu comme ça, et puis ça a continué donc dans les rêves, mais aussi au volant de ma voiture un matin. Là, mes amis m'ont un peu prise pour une folle. Hein. Je sors de chez moi, j'ai une petite rue, voilà, puis ensuite j'arrive sur l'axe principal où je peux tourner à gauche ou à droite. Et là, devant ma voiture, je vois un éléphant sur la route qui marchait devant. Voilà. Et arrivé au bout de la route, il me fait c'est à droite, là, c'est par là, voilà, avec la trompe. Alors voilà, j'ai suivi à droite. Et puis, bon, je suis quand même arrivée à mon bureau. Et les jours qui ont suivi, je me disais, mais c'est complètement dingue parce que je passais devant un restaurateur qui mettait des parasols sur sa terrasse. Il ouvre le parasol, il y avait des éléphants sur le parasol. Je vais à Étretat, en balade, parce que j'habite en Normandie. Et tu sais, les gens souvent mettent des lions au bout de leur allée ou devant leur portail. C'est du feng shui, je crois, et ça favorise je sais pas, l'accueil des gens ou l'abondance. Et je passe devant une maison et c'était 2 éléphants. J'avais jamais vu 2 éléphants au bout comme ça d'une rue et d'une maison. Et je me suis dit, mais ils les ont changés dans la nuit, les lions. C'est pas possible. Ils savaient que je venais et ils ont mis des éléphants. Enfin, voilà, ça a duré comme ça pendant un bon mois, je crois. Enfin, et puis, je me suis dit quand même, je vais me renseigner de ce qui se passe. Et là, j'ai pianoté sur Internet pour aller voir un peu les voyages auprès des éléphants. Et c'est comme ça que tout a commencé aussi, puisque je me suis inscrite dans un premier temps à un voyage pour moi auprès des éléphants. Et là, ça a été plongé dans le regard des éléphants. Je crois que tu vas me rejoindre là. C'est complètement géant. C'est un tel amour. On est inondé d'un tel amour et en même temps... une reconnexion à la source. Le ressenti que j'ai eu en plongeant dans le regard des éléphants, c'est vraiment cette reconnexion, encore une fois, à quelque chose de plus grand et plein d'amour. Plein d'amour. Ça me touche beaucoup. J'ai ma petite seconde d'émotion, parce que c'est vraiment ce que je peux ressentir et ça me manque tellement. Oui. Donc j'ai hâte, hein, je sais que toi aussi tu as hâte de pouvoir y retourner. Donc à partir de ce moment-là, il y a cette connexion concrète, ce regard qui nous touche, ce plein d'amour. Et j'entends que, décidément j'ai l'émotion, j'entends que tu décides d'organiser toi-même des rencontres, de partir
avec un groupe? Je ne sais pas si je le décide, ou peut-être mon âme l'a décidé bien avant, mais il y a cet appel fort. Et à partir de l'instant où je les ai rencontrés, j'ai plus envie de les quitter. Enfin, c'est difficile là d'être un peu coincé et de ne pas pouvoir y retourner. J'ai plus envie de les quitter. Après, ils ne nous quittent jamais parce qu'ils sont là avec nous en permanence. J'ai eu l'occasion l'autre fois d'en parler dans une librairie qui vend des livres sur le développement personnel et ils m'avaient convié à en parler. Dès que j'ai pris mon tambour, ils étaient là avec nous. Et les gens ont pu percevoir leur énergie. Donc, on ne peut pas dire qu'ils nous quittent une fois qu'on les a rencontrés ou qu'on les quitte, parce qu'on est toujours en connexion avec eux. Ça sera bien sûr jamais pareil que d'être vraiment face à face, mais ils sont là. Et alors, dans cette notion de « ils sont là », on a eu un deuxième appel. Et je dis « on » parce que je forme des gens, donc pendant 1 an, j'initie des gens aux constellations familiales, et il se trouve que j'ai eu un groupe très soudé, assez avancé aussi dans leur chemin. Et on a passé une année d'initiation en constellation absolument formidable. Et il s'est créé une osmose dans le groupe entre les personnes. Et en général, je propose à ces groupes, je fais les week-ends de formation où les gens rentrent chez eux le soir ou prennent un lieu pour dormir. Mais le dernier stage, je le propose sur 3 jours en résidentiel, 3 ou 4 jours en résidentiel. Et à nouveau, l'appel des éléphants. Donc, sur ce dernier stage de juin, on avait en même temps une femme chamane qui s'appelle Marie, la voix étoilée, et qui canalise donc. Et le samedi soir, on avait décidé d'une soirée un peu festive où je leur avais proposé d'amener les tambours. Et voilà, on a fait un feu, puis on est parti avec les tambours à jouer. Et tout de suite, on s'est retrouvés comme un clac plié en deux, tu vois, enfin, et à marcher comme des éléphants. Voilà, dans la pratique chamanique, on intègre parfois un esprit allié, ce qu'on appelle l'esprit allié, donc une énergie animale. Et là, on s'est tous retrouvés avec l'énergie des éléphants. Et ça a continué. On a passé une nuit, je crois qu'on avait 42 fièvres tous la nuit, tellement l'énergie était puissante. Et la sensation d'avoir un troupeau d'éléphants autour du lieu, là, qui à la fois veillait sur nous et qui en même temps nous faisait passer un message. Comme c'est pas toujours facile de comprendre et qu'on avait la chance d'avoir cette chamane avec nous, et bien le lendemain, on a fait une constellation avec le peuple éléphant. Et cette femme chamane nous a tous délivré un message, un appel des éléphants. Tout le groupe était appelé. Et c'est comme ça qu'on a décidé de tous partir en Thaïlande. Donc on est parti à 14 sur ce voyage. C'était au mois de novembre, fin octobre, début novembre de la même année, où on s'est tous retrouvés là-bas en Thaïlande à la rencontre des éléphants. C'est fantastique cet élan et puis la cohérence et la cohésion aussi du groupe, tu vois comment ça prend et à ce moment-là c'est tellement une évidence, tu vois, je crois que l'appel il vient tellement toucher au cœur de ce mystère en soi. On peut plus y résister, enfin il y a quelque chose comme ça, enfin j'entends ce groupe, bien sûr qui est construit autour de tes propositions, qui fait alliance et qui fait comme une famille, hein. Au bout d'un moment je vois bien comment on est quand on chemine ensemble, et c'est ça qui me touche beaucoup. Oui. Comment tu as pu poser ça au fil du temps et à un moment ça se révèle. Oui. C'est une évidence et go, on y va, on se pose pas la question, on y va quoi. Ça m'a fait beaucoup réfléchir depuis, puisque dans cette proposition, pas forcément pour que les gens deviennent des praticiens en constellation, mais ce que je construis et ce que je cherche à initier de plus en plus, c'est vraiment justement dans l'ouverture du cœur à soi, par l'apaisement aussi des liens familiaux. Constellation familiale, c'est aussi comprendre ce qu'ont vécu les ancêtres, trouver un lien libre, c'est-à-dire un lien où on va arrêter de porter des choses qui ne nous appartiennent pas. On va cesser de vouloir compenser ou rétablir un équilibre, puisque ce qui a eu lieu, on doit y consentir, quelque part, et sortir d'une forme de culpabilité. Si mes parents ne m'ont pas montré autant d'amour que j'aurais aimé le recevoir, j'étais peut-être probablement en droit de le recevoir,
Mais cet amour, il va falloir que je me le donne à moi-même et que je me pardonne d'avoir choisi ces lignées-là, ou que je pardonne aussi à mes parents de ne pas avoir pu donner plus parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec aussi les événements qui ont entouré les générations. Et donc, dans ce parcours d'une année, si j'osais, je dirais que l'apprentissage, c'est vraiment la réouverture du cœur. C'est réouvrir le cœur à soi, mais aussi à l'autre, consentir de là d'où on vient. Et dans ce parcours, je trouve qu'en fin de parcours, ce voyage auprès des éléphants, c'est vraiment recevoir la dimension d'amour. Parce que j'ai pas trouvé... Alors, si, il y a Amma. Je pense que tu connais Amma. Quand on va Bien dans sûr. les bras d'Amma, pouf, on se prend une dose d'amour. Mais je m'excuse d'avance, mais je crois que l'éléphant, c'est Amma multiplié par, je ne sais pas combien, 10 000, 100 000. Je ne vais pas dire ça parce que je ne vais pas aller contre quelque chose, au contraire. Mais l'effet que ça m'a fait, c'est vraiment... Et puis si en plus on vit pendant plusieurs jours, voilà, c'est comme si on recevait un darshan tous les matins au réveil et le reste de la journée, au travers de ce regard. Et puis marcher dans les pas des éléphants. Enfin, j'ai adoré vraiment. C'est vraiment quelque chose de, je vais dire, de jouissif pour moi d'être au milieu, avoir un éléphant devant, un éléphant à gauche, un éléphant à droite, et de marcher au milieu et de sentir cette énergie de marcher sur la terre. Et puis ces derrière d'éléphants là puissants, et en même temps ces pas qui sont d'une légèreté et d'une fluidité. Et marcher au milieu, c'est vraiment apprendre à marcher sur la terre, et en plus avec ces dimensions d'amour qui nous inondent. Je ne l'ai pas vraiment choisi avec mon mental, tu vois, j'ai pas décidé, tiens, on va aller voir les éléphants. Il y a eu cet appel puissant lors du dernier stage, et qui était comme une finalité, c'est pas le terme, parce qu'après ça a continué à habiter chacun, mais qui venait clôturer avec tellement de bonheur cette année d'initiation. Et c'est ça que j'ai envie d'initier et de continuer. C'est pas forcément de proposer des voyages, mais c'est ce parcours-là, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir le finaliser avec cette dimension énorme. Qu'à te dire. C'est vrai que ce délicat de l'éléphant est incroyable. Alors oui, on va avoir aussi des éléphants conditionnés, qui ont été dressés, qui ont été maltraités et qui, pour le coup, vivent maintenant dans des camps éthiques. Et ça permet de les approcher, et ça permet de vivre vraiment cette sensation d'être au plus près d'eux. Ça nous permet d'être au plus près de nous et en confiance, et dans cet amour inconditionnel, puisqu'il nous propose vraiment une forme de résilience, c'est-à-dire que même maltraité par l'humain, il y a une telle qualité de présence à nous. Il y a ce que j'appelle le donner-recevoir. On y va bien sûr pour nous permettre de revivre peut-être ces mémoires anciennes, archaïques, et de se sentir au plus près de cette nature. Mais c'est aussi, j'entends, de leur montrer que oui, on est là autrement, dans ce donner-recevoir. Mais oui, j'entends que tu poses ce projet dans ce parcours d'initiation qui fait que dans ce continuum, il y a aussi cette rencontre, et c'est l'après-voyage, quoi. Comment je reviens, et dans cette ouverture de conscience, cette ouverture du cœur, comment je me pose dans le pas de l'éléphant dans mon quotidien. Et c'est ça aussi l'aventure. C'est ça. Et c'est en ça, je pense, dans ma réflexion, parce que bien sûr, je me suis posé les mêmes questions que toi. Je pense à quoi on participe. Et bien sûr, choisir le plus possible des endroits éthiques, des endroits où les éléphants sont bien traités au minimum, et puis dans des espaces suffisamment grands pour qu'ils aient la possibilité de revenir à un minimum d'état naturel sauvage. Ça pose vraiment question à quoi on participe. Et puis dans les messages que j'ai pu recevoir et dans ma réflexion personnelle, comme tu disais, c'est quelque chose qui est bien au-delà de nous, et si eux nous accueillent avec cet amour, c'est que quelque part c'est ok. Enfin, c'est comme ça que je me suis peut-être rassurée, je sais pas, mais en tout cas il y a cet échange là, et cet échange, on a le devoir après, au retour, d'en faire quelque chose. Et c'est là où on va
un peu leur redonner aussi. Alors on peut participer aussi quand on y est à leur bien-être. Hein. Effectivement, dans ce retour, il y a des tas de choses qui changent. Et ce groupe que j'avais emmené là, qui était quand même constitué de gens qui ont, pour une grande partie, qui avaient une activité de thérapeute ou d'accompagnement, j'ai vu que beaucoup de choses se sont modifiées. Notamment une personne qui a un hara, enfin c'était pas un hara parce qu'elle a des chevaux, elle avait déjà commencé l'approche de la thérapie grâce au cheval, et aujourd'hui elle a mis le cheval bien plus en avant. C'est plus elle qui fait de la thérapie avec le cheval, mais c'est le cheval qui vient amener quelque chose à la personne, et elle est juste là pour entourer ce travail. Et voilà, dans ce que ça a pu changer, j'ai vu chaque personne du groupe prendre son chemin. Vraiment. Et du coup, chaque personne de ce groupe a pu commencer aussi à initier d'autres personnes et à initier dans cette direction d'ouverture du cœur et de conscience du vivant. Et je pense que là, on redonne aussi à l'animal ce qu'il nous a apporté. C'est des graines qu'on sème tous. Oui. On sème. On sème et qu'on sème. Ouais, c'est vraiment magnifique. Je suis très touchée par ton témoignage, ça me fait vraiment du bien. Pour terminer notre rencontre, alors tu as le projet de retourner initier, oui. Chacun et chacune. Est-ce que tu as d'autres projets là? Comment c'est pour toi? Mon projet, c'est vraiment ce que je racontais là par rapport à ce parcours initiatique que j'ai proposé sur 1 an. Je le proposais au départ dans une orientation un petit peu formation aux constellations. Là, je travaille dessus pour y mettre aussi beaucoup de pratiques chamaniques, enfin, faire ce lien entre les pratiques chamaniques et les constellations qui, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, font partie de cette philosophie de vie à l'intérieur d'un ensemble, à l'intérieur du vivant. Donc mon intention serait vraiment, dans ce projet, c'est vraiment de faire un parcours initiatique ouvert à chacun, et pas seulement pour des gens qui veulent devenir thérapeutes. Et puis, si cela est possible, eh bien de leur proposer d'une façon facultative, parce que je vais obliger personne. Et d'ailleurs, je travaille en ce moment à ce que les stages puissent être facultatifs, modulables, et que chacun puisse prendre aussi venir puiser ce qu'il peut avoir besoin, et en même temps avec quand même cette notion qu'un parcours sur 1 année, ça a quelque chose de merveilleux dans la transformation, et donc facultativement pouvoir continuer avec ce voyage auprès des éléphants. Voilà, ça c'est le projet un petit peu magnifique. Un beau projet. Voilà. Je ne sais pas si l'opportunité se représentera, j'espère, parce que je ne peux pas imposer des choses aux gens. Donc on va voir comment l'ouverture au voyage va se prolonger dans l'avenir. Je reste très confiante. Oui, tout à fait. J'ai une carte à te lire du jeu de Gaïa que j'aime présenter à chaque podcast, qui est un jeu qui m'a été offert par mon amie Marie Colombe. L'amour et la lumière ne nous appartiennent pas, l'amour et la lumière nous empruntent. Nous sommes un chemin pour qu'ils voyagent et rejoignent les autres éléments de la vie. L'humain doit libérer et faciliter le parcours de la lumière et de l'amour. Je trouve qu'elle te ressemble beaucoup. C'est magique. On a démarré avec quelque chose de magique et on termine avec une phrase magique. Ouais. L'humain doit libérer et faciliter le parcours de la lumière et de l'amour. C'est vraiment la thématique du podcast L'âme nomade, et chaque invité a un parcours, encore une fois, atypique, qui transmet ce message d'amour et de lumière. Donc, je te remercie infiniment. Christine m'a dit avoir participé. J'étais très touchée. C'est vrai que d'évoquer le pas de l'éléphant, le regard de l'éléphant, j'aime toujours me faire vibrer. Et je sais que c'est évident, il y a une évidence. Une évidence, évidemment, tu vois, j'arrive même à être redondante, tellement c'est évident. Je t'embrasse, Christine, merci infiniment, et puis à très vite sur le chemin. Merci beaucoup, Carole, avec plaisir. J'espère que cet épisode, L'âme nomade, t'a plu.
et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.